Merci de nous choisir chez vous pour votre émission hebdomadaire Le Monde en 7 sur New World Info. Nos invités sont en place. Il s'agit de Germain Sossou, homme politique des forces socialistes de l'avenir. Nous avons également le jeune Junior Laris, consultant politique. On attend Ibrahim Acha. On va parler du Burkina Faso, forte mobilisation contre le passage d'un convoi militaire français. On va également parler de la République démocratique du Congo. Une enquête accuse les Kabila d'avoir détourné plus de 80 milliards de francs CFA en 5 ans. Et on termine par le Togo, passe vaccinal obligatoire sur les lieux de culte, tollé de l'église, silence dans les mosquées. Bonjour, vous allez bien Germain Sossou, ça fait trop longtemps. Ça fait trop longtemps, c'est un plaisir de vous retrouver. Ouais. Mon cher ami, bonjour très cher, affectueusement petit frère. Je salue donc tous les compatriotes à travers tout le Togo, mais également à travers les autres pays de l'Afrique et de l'Occident qui fraternellement nous envoient un bonjour et qui suivent New TV, et qui félicitent vraiment le travail que vous faites. Donc je salue mon jeune frère et c'est un plaisir de nous retrouver ensemble. Et c'est la deuxième fois que vous le saluez. C'est un plaisir de vous avoir, Junior Laris. C'est un plaisir de toujours être sur un plateau avec Michel Takwa et avec affectueusement le grand frère. Allez, on commence donc par le Burkina Faso. Depuis le 18 novembre, plusieurs milliers de personnes manifestent à Kaya, chef-lieu de la région du centre nord du Burkina Faso. Elle s'oppose au passage d'un important convoi logistique de l'armée française en transit vers le Niger voisin et réclame à l'appel de la coalition des patriotes africains le départ des troupes françaises du Burkina Faso. Alors, Germain Sossou, homme politique, alors quel regard sur ce qui se passe au Burkina Faso envers les Français? Oui, je dirais tout simplement que c'est une histoire profonde. Ce n'est pas seulement une histoire entre le Burkina Faso et la France, c'est une histoire de toute l'Afrique contre la France, et aussi, vous voulez, et la France. C'est une histoire séculaire et elle est marquée beaucoup plus de déception. Après, si nous nous situons à partir des années 90, 30 ans de coopération française et de l'Afrique, avec une nouvelle génération qui a observé les relations sociopolitiques entre la France et le continent africain et qui estime qu'il faille beaucoup plus de liberté. Vous savez que pendant des siècles, la France s'est positionnée comme entre la France et l'Afrique, c'est comme le maître et son élève. Nous sommes arrivés aux indépendances dans les années 60, tout ce parcours jusqu'aux années 90. Les Africains d'alors ont pensé que les relations avec la France devaient être les meilleures. Ceux qui, déjà, dans les années 60, ont pensé qu'il fallait couper le cordon ombilical, notamment, je voudrais penser au président Sékou Touré, qui ont pensé qu'il fallait que l'Afrique retrouve rapidement son indépendance, semble avoir raison. Bien plus tard, l'Afrique a connu d'autres personnalités, comme Thomas Sankara, qui ont estimé qu'au-delà même des relations avec la France, qu'il ne faille pas totalement couper, mais il faut que l'Afrique elle-même se prenne en charge. Il a voulu être vraiment un exemple en donnant le ton. Et chaque fois, ce sont des faits tragiques. Tragiques. Et donc, aujourd'hui, les jeunes Africains reprennent véritablement le slogan de Lumumba, de Patrice Lumumba, de Sékou Touré et de Thomas Sankara. Donc, les aspirations à la liberté sont beaucoup plus profondes, et d'autant plus que la misère s'est accentuée. Les jeunes diplômés sont sans emploi. Cela conduit beaucoup au déplacement massif de ces jeunes qui passent par la Méditerranée ou tout ça là. Donc, ces jeunes aujourd'hui qui ont été à l'école, qui pensent que vraiment l'Afrique a toujours des problèmes, et en particulier la France en est pour quelque chose, pensent qu'il faut véritablement couper le cordon ombilical. Donc, le regard du politique, c'est un regard interrogateur, si vous voulez, mêlé de perplexité, où aujourd'hui les dirigeants que nous avons
se pose en trait d'union entre cette génération et la leur, mais également entre les relations déjà signées avec la France et la volonté exprimée par les jeunes aujourd'hui. Donc, voilà un peu la situation. Et la particularité du Burkina Faso est symptomatique du fait que le djihadisme y s'est installé, ce qui a donné ce qu'on a appelé le G5 Sahel, on en reviendra tout à l'heure. Mais depuis le G5 Sahel jusqu'à nos jours, quels sont les résultats? C'est sur ces paramètres-là que peut-être nous aurons à revenir et qui vont véritablement permettre de comprendre aujourd'hui qu'est-ce qui fonde les relations tumultueuses entre la France et le continent africain. Allez, justement, avant de retrouver Junior Larisse, on va montrer ces jeunes burkinabés. Il s'agit de Aziz Bamago, manifestant, et Anselme Ouedraogo, qui se sont exprimés. Ici, nous, ils transportent quoi, ils amènent quoi, chaque fois ils partent vers le Sahel. C'est que nous, on veut là. Aujourd'hui, là, ils ne vont pas passer, même si c'est pas aujourd'hui, même si on va faire deux mois ici, là. Nous, on est calés, on ne va pas bouger. Mais nous, on ne veut pas leur aide, on ne veut pas négocier, on ne demande pas quelque chose. C'est que nous, on demande seulement une chose. Ils n'ont qu'à partir chez eux. Les Français m'ont parlé ici, là. Moi, je leur ai demandé, pourquoi vous ne partez pas? Les Français m'ont dit que ce n'est pas Emmanuel Macron. Si Emmanuel Macron les donne ordre là, ils vont quitter. Mais tant qu'ordre n'est pas venu, ils vont rester ici. Voilà, mais nous là, on ne décide pas ordre de quelqu'un. Voilà, nous on est là, c'est pour nous-mêmes. Voilà, si Dieu décide que nous on va rester ici, là, on va rester ici. Voilà, donc ici là c'est le Faso. La patrie ou la mort? Parce que le pays va mal, le pays va très très mal, ça s'arrange même pas. Côté politique ça va pas, côté opposition aussi ça va pas. Il faut qu'on soit ouvert avec eux. Parce que je suis sûr que les militaires, les policiers ou la gendarmerie qui sont tombés à Inata ces 2 derniers jours là, c'est pas ça, parce que les attaques sont devenues très permanentes. Il faut que ça me fait maintenant. On en a tout vu, c'est trop dépassé, c'est trop excessif. Parce que Alors, Junior Larry, ces sentiments anti-français, on les voit déjà dans certains pays d'Afrique. On peut parler du Mali, de la République centrafricaine. Le cas du Burkina Faso, surtout que le convoi français était en partance pour le Niger. Ouais, il y a une chose qu'il faut relever dans ce mouvement spontané, parce que ça a été un mouvement spontané, ça n'a pas été un appel lancé par la société civile burkinabé. C'est juste un mouvement d'humeur qui a pris une ampleur qu'on n'avait pas anticipée du côté des pouvoirs publics burkinabés. Et puis, pour moi, ce sentiment anti-français ne s'exprime pas uniquement de la sorte, c'est-à-dire c'est pas seulement sur le fait qu'il y a eu une manifestation de blocage d'un convoi français qui révèle aujourd'hui qu'il y a un sentiment anti-français. Le sentiment anti-français, il est dans les mouvements politiques, financiers, dans les mouvements intellectuels de changement du franc CFA, menés notamment par le Togolais Kakonou Bouko. Il est dans les universités aujourd'hui françaises, que ce soit à l'Université Lumière de Lyon ou à Panthéon Paris. C'est d'abord, avant tout, pour moi, un mouvement intellectuel qui est un peu en similitude de ce qu'on avait connu après les indépendances où les États africains ont voulu partir vers une sorte de panafricanisme international ou panafricanisme régional. Et donc, pour moi, c'est un continuum. C'est un continuum de révélation d'identité continentale qui continue aujourd'hui un peu partout en Afrique. Le cas singulier du Burkina Faso doit être aussi analysé sous un prisme géostratégique et militaire, parce que c'est un convoi militaire qui a été bloqué ou dans la zone des 3 frontières entre le Burkina Faso, le Niger et le Mali. Et c'est là où se pose la question du G5 Sahel, dont la France a aujourd'hui le lead pour les pays africains. Et là, c'est la réelle question. Où est l'importance aujourd'hui de mettre encore en place des systèmes de G5 Sahel qui, pour la plupart, n'ont pas de résultats immédiats dans la vie des populations à la base, comme on a l'habitude de le dire. Et donc, pour moi, c'est là où se situe le réel problème. Ce mouvement est un parmi tant d'autres. Il y a des mouvements intellectuels, des mouvements financiers et même des mouvements à la base. Alors, armée française dégagée, libérer le Sahel, plus de convois militaires, d'invasion
et de recolonisation française, peut-on lire sur les écriteaux et banderoles brandis par les manifestants. Le message, il est on ne peut plus clair. Germain Sossou. Oui, vous savez, je crois que le tableau peint par Junior, il peut se comprendre. Maintenant, si nous voulons rester véritablement dans la situation du Burkina Faso, il faut aussi comprendre le ras-le-bol. C'est vrai que Junior a expliqué historiquement, le sentiment anti-français est historique. Depuis le cas de l'Algérie, en passant quand les Africains ont voulu vraiment la décolonisation. Mais lorsque le djihadisme a commencé par faire à poser ses valises dans ces régions, la France s'est positionnée comme une solution parmi tant d'autres. En proposant donc le G5 Sahel avec des contributions par pays. Et donc vous savez que le G5 Sahel, il y a le Burkina lui-même, le Mali, la Mauritanie, et puis bon, il y a 5 pays autour de ça. Et donc depuis que les États ont contribué, y compris la France, les États-Unis, les résultats ne sont pas donc au rendez-vous. Donc le ras-le-bol des jeunes burkinabés aujourd'hui, c'est par rapport au problème du djihad. Vous entendez à chaque fois des attaques. Vous voyez donc des morts d'hommes, mais il n'y a pas de solution. Quand vous prenez la politique même de l'actuel président Roch-Marc Christian Kaboré, il est arrivé même à créer, chez eux même il n'y avait pas l'Agence nationale de renseignement comme chez nous au Togo, l'ANR. C'est à un moment donné, face donc au problème du djihadisme, qu'il était venu à créer même. Donc il a fait aussi de la politique sécuritaire une politique primordiale, où vous avez donc les investissements sont allés. Mis à part donc les contributions antérieures, mais vous avez donc une puissance qui est la France qui est censée donc apporter sa contribution, qui est présente, mais dont les résultats n'y sont pas. Donc à partir de cet instant, les gens ont l'impression que le djihadisme même est un fait, mais on cherche qui est à l'origine du djihadisme. Parce que l'arsenal dont dispose le G5 Sahel, l'arsenal dont la France apporte dans ces périodes, sans résultat, amène les gens à se poser des questions. Mais n'oubliez pas que ces pays aussi, que ce soit donc le Mali, le Burkina, le sous-sol africain regorge autant de ressources. Donc les gens, les jeunes maintenant se posent la question, est-ce que nous sommes dans une situation d'aide pour que nous en sortons dans la situation d'insécurité, ou bien on se sert plutôt de l'insécurité pour continuer par nous spolier. Voilà la question qui taraude les esprits et qui fait que beaucoup de jeunes se révoltent. Voilà. On a désormais parmi nous Ibrahim Acha, c'est un confrère, directeur de publication de Temps Nouveau. Ibrahim, bonjour, vous allez bien? Bonjour mon cher frère, oui, je vais bien, allez, par la grâce de Dieu. Quelle est votre réaction, j'allais dire, face à ces manifestations des jeunes burkinabés? Non, il faut dire que ces manifestations, disons, auxquelles nous assistons au niveau du Burkina Faso, c'est le témoignage d'un certain ras-le-bol, comme l'a dit mon ami Germain Sossou, et en même temps dire que les Burkinabés ont le sentiment que l'armée française qui passe souvent par la voie sacrée, je veux dire depuis Abidjan, pour rallier le nord du Mali, lors de ce convoi, disons, d'arsenal, et il faut le dire, de la logistique, il se peut, c'est le sentiment qu'ont les Burkinabés, il se peut qu'au cours de ce trajet, que de renforts en matière de logistique soient fournis aux djihadistes. Voilà. Et c'est ce qui amène, et c'est ce qui amène les jeunes Burkinabés à dire que non, mais à chaque fois que vous passez, nous nous rendons compte que les djihadistes qui sont au nord du Burkina Faso, qui sont au nord du Niger, qui sont au nord du Mali, sont renforcés en équipement. Et vous n'êtes sans savoir qu'il y a certains clichés qui sont apparus sur les réseaux sociaux où on voyait des djihadistes avec des cargaisons de motos neuves, avec un arsenal beaucoup plus sophistiqué. Et on se demande, mais par quelle alchimie ces gens qui sont dans la brousse, dans le désert, ont pu s'en procurer.
Donc ça amène les gens à dire que la voie sacrée qu'emprunte souvent la force Barkhane, qui prend le matériel depuis Abidjan pour le convoyer jusqu'au nord du Mali pour bien évidemment le contingent français. Et au cours de ce passage-là, il peut se passer beaucoup de choses. Donc c'est ce qui amène les jeunes burkinabés à sortir, à dire non, mais nous ne voulons plus que ce convoi-là passe par le Burkina Faso. Parce que quand vous passez, après quelques jours, nous nous rendons compte que vraiment les djihadistes là reprennent du poil de la bête, ils ont le matériel, ils ont tout. Et l'autre aspect, je pense que c'est Germain Sossou l'a aussi abordé, c'est par rapport à la présence des forces militaires dans ces régions, disons au Sahel. Nous avons vu la France avec tout ce qu'il y a comme arsenal militaire, les hélicoptères, ils ont aussi les drones pour pouvoir faire les choses. Le renseignement aussi fonctionne bien. Mais on n'arrive pas à venir à bout des terroristes. Ils sont combien dans le désert là-bas et qu'on n'arrive pas à venir à bout de ces terroristes. C'est ça aussi, ces questionnements amènent les jeunes burkinabés à se dire que non, mais la France, elle nous aide à pouvoir repousser les velléités djihadistes, mais c'est qu'elle mène un semblant de lutte, c'est-à-dire qu'ils ont le sentiment que c'est une lutte complaisante que la France est en train de mener au nord du Burkina Faso là-bas. Parce qu'ils se disent que si la France décide aujourd'hui d'enrayer ce phénomène de djihadisme et de terrorisme qui sévit au nord du Burkina Faso, ça pouvait être aussi facile pour cette France qui vient au secours de ces colonies ou bien de ces États avec qui, rappelons-le, la France a des accords secrets de défense. Julien, on va étudier la sortie de Ibrahim Acha. C'est un point on ne peut plus important. Cela veut dire que les jeunes Africains, les jeunes Burkinabés doutent véritablement de l'apport de ces militaires français. Aujourd'hui, il y a un paramètre qu'il faut prendre en compte dans la manière d'aborder les sujets, c'est que la foison de thèses complotistes est aujourd'hui monnaie courante et il a du crédit dans la jeunesse africaine. On peut aujourd'hui évoquer toutes les thèses que ça va prendre cher dans la jeunesse africaine. Et si ça prend cher, ça passe à l'action. Donc, il faut rester très mesuré sur toutes ces clichés, fussent-ils preuves, apportés à l'opinion publique africaine. Maintenant, moi, je pense qu'il y a un aspect très important aussi qu'il faut prendre en compte dans le cas du Burkina Faso, c'est qu'il ne faut pas oublier qu'il y a eu une sorte de transition un peu ganglionnaire entre le départ de Blaise Compaoré et le pouvoir de Roch Christian Kaboré, parce que la gestion que faisait Blaise Compaoré à l'époque dans la zone dite des trois frontières et dans la zone du Sahel, elle n'est pas du tout la même que ce que fait les djihadistes. Il n'arrivait pas à négocier, il arrivait à les maîtriser par la voie de la négociation, par la voie aussi du règlement social à la base. Et c'est ça aujourd'hui ce que n'arrivent pas à comprendre les forces militaires entre guillemets occidentales, c'est que le combat en Afrique, il est asymétrique. Il n'y a pas une cellule de djihadistes positionnée dans un camp qui attaque par moment de manière conventionnelle. Il y a par exemple une petite histoire dans le nord du Niger, c'est qu'il y a une remarque qu'il faut faire. Les zones où il y a le plus eu d'attentats, d'attaques de la part des djihadistes ces dernières années, c'est des zones à forte consonance Peul. Et là, il se pose une véritable question. C'est une question souvent de transhumance. La question de transhumance, elle n'est pas arrivée à être réglée par les pouvoirs, les pouvoirs centraux administratifs dans les capitales africaines. Elle se règle aussi parfois par les pouvoirs locaux à la base, par des discussions. L'attaque, par exemple, je veux faire aussi le parallèle de Kondjoaré qu'il y a eu au Nord Togo. Vous allez prendre cette zone du Togo, c'est une zone à forte consonance Peul, où la question de la transhumance est une question fondamentale que l'État n'est pas arrivé à régler longtemps, qu'on a voulu nous régler par la voie militaire. J'en fais partie parce que j'en suis pas épargné. On a voulu régler par la voie militaire parce que c'est ce qui est enseigné dans les écoles de guerre. Non, la stratégie guerrière européenne occidentale ne marchera pas en Afrique parce qu'on est dans une guerre qui n'est pas asymétrique. On est dans une guerre qui n'est pas conventionnelle. On est dans une guerre qui est à forte consonance sociale. Alors, pour Junior, oui. Non, je voulais rebondir par rapport au développement fait par Junior. C'est pour dire que lorsque nous indexons certaines ethnies, les Peuls qui sont souvent dans la zone nord du pays, pour le cas du Togo, c'est dire que
la question même de la transhumance n'est pas à proprement parler un problème qu'on peut lier directement au terrorisme. Je ne la lis pas directement. Voilà. Il y a un couloir, bien évidemment. Donc il y a un couloir pour la transhumance et ça fait que c'est bien surveillé. Donc quand vous arrivez au niveau de ces autorités locales qui sont dans ces régions reculées, vous allez voir que les Peuls, quand ils arrivent, ils s'annoncent. Et le chef Peul a quand même une maîtrise sur, en tout cas, tout le personnel là qui est dans la ligne droite de cette transhumance. Mais maintenant, pour le cas du Burkina Faso, surtout, puisque c'est ça qui nous intéresse, il faut dire que là où l'État n'est pas présent, là où l'État semble avoir abandonné la population, il est facile que les terroristes infiltrent ces populations. Facilement. Et là, vous avez parlé de Blaise Compaoré qui arrivait plus ou moins à négocier avec les djihadistes. Moi, je dirais tout simplement que c'est une relation incestueuse. Parce qu'un État ne négocie pas avec les terroristes. Un État mène un combat contre les terroristes. C'est ce qui a toujours marché. Mais quand vous avez une relation incestueuse avec les terroristes, ça voudrait dire que c'est un fâcheux précédent. Même quand vous partez, il se peut que ceux qui vont venir prendre le pouvoir ne soient pas en adéquation avec la politique que vous avez menée. Et là, ça crée un danger pour les États. C'est pourquoi dans tous les pays du monde, quand on parle de cellules djihadistes, c'est un combat qu'on mène contre ces djihadistes. Il n'y a même pas à négocier. Mais en même temps, non, je ne vous critique pas. Non, bien évidemment. C'est que je suis toujours dans votre logique. Oui, je comprends. Quand vous prenez un peu Djibet Djindjéré, qui était presque l'homme à tout faire de Blaise Compaoré, mais vous allez voir qu'il avait des relations avec ces cellules djihadistes. Et effectivement, lorsque Blaise Compaoré a quitté le pouvoir, subitement, les cellules djihadistes ont commencé par frapper. C'était une coïncidence, mais... Le pont entre l'exécutif et bien évidemment, et même avec les Occidentaux. Parce que quand il y a, vous avez souvenance aussi des écrits de Charles Blé Goudé, qui était voisin à un djihadiste à la CPI. Charles Blé Goudé révélait que, selon les confidences de ce djihadiste, c'est que vous allez vous négocier avec les djihadistes. Quand il y a un otage qui est pris, il y a une manne qui est demandée en forme de rançon. Et quand vous le prenez, mais vous avez un pourcentage. Et le monsieur a bien cité le cas du Burkina Faso. Donc ce qui voudrait dire qu'aujourd'hui que Blaise Compaoré n'est pas là, c'est vrai que Roch Christian Kabore ne va pas développer une relation incestueuse avec les choses. Bien évidemment, il a refusé de négocier avec eux. Mais c'est le combat qu'il doit mener contre ces gens-là. Mais dans ce combat, nous voyons que la France est venue en appui. Mais si la France est venue en appui, il va falloir que la France déploie tout son arsenal. Sa force de feu pour pouvoir aller contre ces... Elle n'arrive pas à le faire, c'est ça, bien évidemment. Sincèrement, en Africain que je suis, je ne pense pas que la France soit obligée d'être le premier garant de la sécurité des Burkinabés. Non, ça, c'est pas Junior. C'est le principe basique. Mais il y a des accords de défense. Il y a des accords de défense entre la France et ses États. Un accord de défense ne remplace jamais une armée nationale. C'est là où se pose la question véritable de l'éthique et de la politique de nos armées en Afrique. Les armées, elles existent pour un but précis, c'est la défense du territoire national. Et dans le cas pas singulier du Burkina Faso, dans le cas du Mali, dans le cas de la Centrafrique, on voit que les armées africaines ne sont pas présentes. Et c'est là où se pose la question. Quelle politique, quelle stratégie militaire nous avons définie en Afrique pour nos armées? Parce qu'un accord militaire aussi fugace, aussi grandiloquent soit-il, ne peut jamais remplacer une armée nationale qui a vocation à défendre un territoire national. Germain Soussou, on veut avoir aussi... Oui, mais rapidement, expliquer ça comme ça, tel que vous l'expliquez, sur les principes, peut-être que ça peut se comprendre, mais dans la faisabilité, c'est pas comme ça. Vous savez, oui, les armées, nous aurions pu peut-être être indépendants si nous-mêmes, nous pouvions par exemple fabriquer les armes. Vous savez que nous ne fabriquons pas les armes. Tout à fait. Vous savez, on peut vous donner les armes, vous envoyez les soldats et puis les armes ne fonctionnent pas. Vous savez, c'est depuis là-bas que ça se fabrique et on a toujours les moyens de bloquer un char et autres de loin. Bon, ça c'est... Mais je voudrais revenir sur le cas du Burkina. Vous savez, l'actuel président aussi n'est pas...
il a fait avec le président. Blaise Compaoré, en tant que président de l'Assemblée nationale. Je rappelle qu'il a été plusieurs fois ministre. Il a été premier ministre. Il a été président de l'Assemblée nationale. Vous voulez dire qu'il doit connaître les rouages. Et dignitaire du régime. Ce n'est pas un opposant qu'on a pris comme ça pour mettre à la tête. Normalement, si ça devait être, parce que c'est aussi un homme de Blaise. C'est vrai qu'à un moment donné, il y a eu un malentendu qui a favorisé son ascension, mais c'est quelqu'un qui a fait avec Blaise Compaoré. Donc il connaissait les secrets d'État, puisqu'il a été surtout président de l'Assemblée nationale pendant 10 ans. Donc ce n'est pas un novice. Et donc, non seulement ça, il devient président de la République. Donc son parcours, je vais aller parce que nous, les forces de l'avenir, ce que nous voulons, la reconstruction de la jeunesse que nous souhaitons, c'est pratiquement le parcours qu'a fait Christian Kaboré. Son parcours est différent de celui du chef de l'État togolais, où lui, il a été quand même député, puis ministre, et puis en même temps, une journée pour devenir président de l'Assemblée, devenir chef de l'État. Christian Kaboré, il a été 10 ans, mais il a été, lui, premier ministre. Ils sont différents. Donc, le monsieur qui est à Burkina, c'est quelqu'un, c'est un homme d'État. Oui, c'est un homme d'État. Donc, qu'il prenne sur lui la décision de ne plus faire comme son prédécesseur, qu'il a connu les conséquences. Donc, maintenant, la France, puisque vous en parlez, vous dites, oui, les Africains, et moi, comme je suis le premier en disant, il faut que demain, nous puissions être nous-mêmes. Maintenant, c'est que dans ces accords-là, si les chefs d'État pouvaient être aussi libres, parce que le problème qu'il y a aussi là, parce qu'il y a des accords qui font que quand vous décidez vous-même d'être vous-même, vous avez des difficultés. Lorsque vous signez des accords, vous êtes obligé de les respecter. Donc avec la France, il y a beaucoup de choses qui nous lient. Mais vous savez que ces derniers temps, il y a eu un accord. Par rapport au problème du djihadisme, tout récemment, il y a eu un accord entre le Burkina et la France. Alors, comment vous pouvez expliquer que la France a pu déloger un certain Kadhafi, qui, à un moment donné, était devenu comme un maquisard, qui se cachait à peu près comme les terroristes. Parce que n'oubliez pas que autant le président burkinabé gérait les djihadistes, le président Kadhafi gérait aussi les djihadistes. Il faut retourner dans l'histoire. C'est lui-même, il était plus positionné que le président. Et c'est une conséquence directe. Et donc, il savait le mode opérateur des djihadistes. Donc, il a voulu l'appliquer quand il avait des problèmes avec les Français. Mais c'est les Français qui ont découvert où était, comment l'appelle-t-on là, Kadhafi. Si la France était sincère, le problème c'est que nous souhaitons que si la France se positionne, ce n'est pas les États-Unis, ce n'est pas, je ne sais pas, la Russie, ce n'est pas une autre qui se positionne pour aider les Africains. Dans le cadre du G5 Sahel, c'est qu'il faut qu'il y ait des résultats. Si la France peut dégommer les Kadhafi et le président... C'est avec l'appui de la coalition. Oui, mais avec le président... La France n'était pas seule. L'ancien président ivoirien... Laurent Gbagbo. On ne peut pas nous dire que les djihadistes sont si puissants pour que la technologie... Je viens, la technologie... Donc, il faut accorder donc ce bénéfice aux jeunes et à tous les Africains de ne pas trouver la France sincère dans ce qu'elle fait. Parce que moi, je ne peux pas comprendre que la France puisse être présente au Burkina et qu'avec tout le matériel qu'ils ont, pour pouvoir détraquer Kadhafi et le débusquer, ils ne peuvent pas savoir que les djihadistes se positionnent, qui peuvent venir frapper. Quelquefois, l'armée française prend certains djihadistes. Voilà, je voudrais terminer que, comme dans le commerce, il faut l'offre. Pour qu'il y ait une demande, il faut l'offre. Oui. S'il n'y a pas de situation conflictuelle au Burkina, la France n'a pas besoin d'y être, n'est-ce pas? Donc, est-ce que les jeunes Africains qui se posent la question de savoir, est-ce qu'aujourd'hui la France a intérêt qu'il y ait toujours l'insécurité pour qu'elle soit présente? Est-ce que ces jeunes n'en ont pas? Est-ce qu'on ne peut pas leur accorder le bénéfice de doute qu'une puissance comme la France soit au Burkina et qu'on ait 30, 40, 50, plus de 60 morts? Alors, Julien, est-ce que la France est au Burkina? Puisqu'on parle d'un convoi qui quitte la Côte d'Ivoire et qui est en partance vers le Niger. La France est plus au Sahel qu'au Burkina. Et donc, il y a un convoi qui quitte la Côte d'Ivoire vers le Niger. C'est ça la destination du convoi. Et c'est là où je parlais de la zone des 3 frontières, qui est une zone très sensible dans le Sahel. D'ailleurs, récemment, une des plus grandes attaques de l'histoire du Burkina qu'a subi la zone de Inata, très proche de la zone du Tillabéri, dans le Niger, qui est une zone que sensible dans le Sahel. Et donc, pour moi, je pense que la présence de la France dans le Sahel
est avant tout une question aussi de positionnement géostratégique et aussi dans l'image collective qu'elle peut véhiculer pour les générations à venir. Sauf que ces dernières années, je peux accorder cette erreur, petite erreur à la France, c'est que le discours a été ambigu. Parce que dans le même temps où on condamne tous azimuts les despotes militaires en Guinée-Conakry, on se hâte pour aller légitimer un conflit de clans, une passation de pouvoir au Tchad voisin. Et donc, il y a eu une ambiguïté dans le discours français ces dernières années. C'est ce qui fait d'ailleurs que la jeunesse africaine peut trouver crédit dans ce que moi j'appelle les thèses complotistes. Et il ne faut pas oublier aussi que le Burkina, comme le Mali, il y a une défaillance. Disons-le, il y a une défaillance cruelle de l'État. Oui. Il y a aussi aujourd'hui une sorte d'obsolescence de la politique que mettent en place les pouvoirs publics dans le Sahel et les aspirations réelles de la jeunesse africaine. Oui. Il y a un gros cru entre la réalité que peut percevoir la jeunesse africaine au niveau le plus basique et aujourd'hui les méthodes appliquées par les politiques africaines qui pour moi sont archaïques. Parce que cette décomplexion que veut avoir aujourd'hui la jeunesse africaine vis-à-vis de la France, elle se traduit par les politiques qu'appliquent aujourd'hui les pouvoirs publics, notamment dans les pays du Sahel, où les politiques militaires et géostratégiques, une fois encore je le dis, ne sont pas conventionnelles. C'est vrai, on dit que la France, pour rejoindre un peu le grand frère, la France a fait partir le guide Muammar Kadhafi. C'était une guerre conventionnelle, c'était une intervention militaire coordonnée à un niveau international. Aujourd'hui, on est face à des entre guillemets djihadistes, parce qu'un djihadiste du nord du Mali n'est pas la même chose qu'un djihadiste du nord de Kaboul. Je suis désolé. Aujourd'hui, on applique une stratégie du Moyen-Oriental en Afrique du Sahel. Et ça, il y a une sorte de mauvaise construction dans la démarche de l'approche militaire, selon moi, qui doit être révisée, parce que chez nous en Afrique, les djihadistes ne sont pas les mêmes choses qu'au Moyen-Orient. Alors, Ibrahim Mathia, pour voir clair, comment analysez-vous cette intervention du président français, c'était au Niger, face au président Issoufou, qui dit, devant la mobilisation de la jeunesse, il dit, il faut dire aux jeunes que c'est vous qui nous faites appel. Bon, c'est un peu compliqué lorsque l'on veut vraiment s'attarder sur la politique française en Afrique. Est-ce que d'un côté, vous pouvez voir que les présidents africains ne montrent pas un certain amour pour leur patrie, pour leur pays. Et vous les voyez toujours derrière la France. Lorsqu'il y a un problème, je me rappelle entre-temps, il y avait un problème de sécurité qui se posait en Afrique. Et les présidents africains se sont transportés en France pour aller parler et pour aller tenir une réunion sur la sécurité de l'Afrique. Mais vous comprenez que automatiquement, on comprend qu'ils ont sous-traité, ou bien, je ne sais pas quel terme il faut vraiment utiliser dans ce cas précis, c'est qu'ils ont pris la question de la sécurité de l'Afrique pour les mettre entre les mains de la France. Oui, c'est la France qui doit traiter les problèmes de sécurité en Afrique. Et lorsque vous interrogez certains milieux proches de la France-Afrique, on vous dira que ça fait partie des clauses. Voilà. De tout ce qu'il y a eu comme accord militaire et de défense entre la France et ces pays africains. Voilà le problème aussi auquel certains chefs d'État, quoique nationalistes, se disant vraiment ayant des fibres patriotiques pour leur pays, sont obligés de se ranger derrière. Ils ne peuvent pas faire mieux. Ils sont obligés de se ranger derrière ces clauses. Voilà. L'autre aspect, quand vous prenez les États français, mais la France n'est pas en Afrique pour les beaux yeux des Africains. Ça, il faut qu'on se le dise. C'est du business. Ce sont les intérêts. Ah oui, ce sont les intérêts. Même la Russie qui pointe son nez en Afrique, c'est pour le business. C'est pour les intérêts. Donc ça, la France arrive en Afrique pour faire du business. Si elle arrive sur un terrain et que sur ce terrain, en faisant le rapport des forces en présence et tout ça, et aussi les intérêts, elle se rend compte que c'est le côté des assaillants ou bien des bandits qui a plus d'intérêt. Vous comprenez, le tour est joué. La France a besoin des amis, en tout cas des gens qui peuvent alimenter la France. Et c'est ce qui se passe quand vous allez au nord du Mali, à Kidal par exemple. J'ai discuté avec certains militaires qui sont déployés là-bas. C'était dans un pays qu'on s'est rencontrés. Mais ils m'ont fait des révélations, mais c'était ahurissant. Mais vous voyez cette même France qui combat les terroristes,
mais qui va prendre des blessés, ces insurgés qui ont été blessés sur le théâtre des combats, les amener dans leur camp, les soigner, leur prodiguer des soins. Et on évoque la question des droits de l'homme. Vous comprenez? On évoque la question des droits de l'homme. Nous sommes d'accord avec ça. Mais au même moment, quand il y a attaque, ils n'hésitent pas à répliquer. Ils n'hésitent pas à tirer. Quand vous tirez et les gens meurent, vous voulez les soigner, ou bien quand les gens se blessent, vous les prenez, vous les ramenez pour les soigner parce que vous vous dites que c'est une question de droits de l'homme. Mais ça me renvoie à ce qui s'est passé en Libye. Kadhafi a été capturé. Mais quelques instants après, Kadhafi est mort. La question des droits de l'homme là est où? Ça rejoint une lutte à géométrie variable. Il a été capturé par les Français. Il a été visiblement capturé par non, quand vous suivez un peu les choses, vous allez voir que non, vient de quelque part. Il a été capturé par des Libyens, mais avec la présence française sur les lieux. Voilà. Parce que ce sont les renseignements français qui ont pu localiser Kadhafi. Et quand Kadhafi a été pris, vous comprenez, si la France voulait jouer franc jeu avec les questions des droits de l'homme et autres, je suis sûr que Mohamed Kadhafi vivrait aujourd'hui. Il vivrait aujourd'hui. Oui. Vous comprenez? Oui. Donc, pour dire grosso modo que la France, elle est là. Mon ami Junior parlait de questions géostratégiques. Ça, c'est évident. Et c'est à cause de ça que la France, quand elle est présente dans un pays, c'est pour ses intérêts et non pas pour aider les gens. Quand vous allez au nord du Mali, les gens estiment qu'il y a d'autres affaires, d'autres business qui se développent. Au-delà de la question de lutte contre le terrorisme, c'est de bonne guerre. Les réseaux français, il y a des réseaux louches qui arrivent, mais qui sont protégés par les forces françaises. Quand ces réseaux arrivent, ces réseaux établissent des relations avec les djihadistes, que ce soit avec les commerces les plus, en tout cas les trafics les plus improbables, se développent là-bas. Et c'est un secret de polichinelle. Ne nous voilons plus la face. Je pense que maintenant nous devons tenir un langage de vérité pour dire aux gens ce qu'ils font réellement sur le continent africain. S'ils doivent changer, je pense qu'ils doivent changer. S'ils ne veulent pas changer, là on sait aussi à quoi s'en tenir. Et lorsqu'ils viendront encore en sauveteur, on se dira, mais monsieur, oui, vous êtes en sauveteur, mais voilà ce que nous ne voudrons pas que vous fassiez sur notre territoire. Sinon, si on se tait, ça va continuer et c'est l'Afrique qui perd. Parce que quand je prends ceux qui sont morts tout récemment au Burkina Faso, mais c'est une perte énorme pour l'armée burkinabé. Parlant de morts au Burkina Faso, Germain Soussou, on a vu également des manifestations au Burkina Faso et ces manifestants demandaient purement le départ du président Roch Marc Christian Kaboré. Est-ce que ce qu'on vient de voir sur les images, ça va peut-être avantager le pouvoir en place, On dira que ce sont les forces françaises qui favorisent ces djihadistes. Oui, vous savez, quand on discutait tout à l'heure, il y a un aspect soulevé par les Juniors qu'il faut approfondir. Vous savez que le président, l'ancien président burkinabé, Blaise Compaoré, quand tout le monde connaît les conditions dans lesquelles il a quitté le pouvoir. Ouais, bien sûr. Vous savez qu'actuellement le procès de Sankara est en cours. Et vous savez que le président actuel est réfugié en Côte d'Ivoire. Où il est devenu même Ivoirien. Il est devenu finalement, il est devenu Ivoirien. Donc il est sous la protection du gouvernement ivoirien. Donc, ce qui se passe, le procès qui est en cours aujourd'hui, les gens commencent par se poser la question de savoir comment cela va se terminer. Vous voyez? Donc, quand on parle des aspects politiques, c'est aussi ça. Parce qu'il faut aussi se poser la question de savoir. C'est vrai que depuis que le président il est venu, il y a eu des attaques, c'est vrai. Quand il n'est pas au pouvoir, il a pris des mesures. Mais tout récemment, ça a repris. Il faut aussi avoir le flair pour faire aussi la corrélation. Vous voyez, non? Donc, parfois aussi, les politiques actionnent un certain nombre de choses. C'est pas parce que quand un chef d'État est parti que son réseau cesse d'exister. Ouais. Vous voyez, non? Donc, le réseau piloté par le président qui est en Côte d'Ivoire, là, Blaise Compaoré, est vivant. Il est là, il est actif, tout ça là. Et parfois aussi, ce sont des actions pour amener les gens à la table de négociation. Bon, est-ce que le président, ça va affecter le président actuel, Kaboré? Je ne le souhaite pas, parce que j'ai toujours condamné, moi, ce qui s'est passé au Mali. Je n'ai jamais été d'accord. Parce que moi, je ne suis jamais pour... Je ne dis pas qu'en Afrique, on ne peut pas trouver des militaires qui soient si intelligents pour aider l'Afrique. Mais la façon dont moi je conçois la politique, je ne peux pas quitter l'incertitude pour faire un saut dans l'inconnu. Et pour moi, quand les militaires prennent le pouvoir, c'est un saut dans l'inconnu. Donc,
si vous dites, si vous, les Burkinabés, se mettent, ils ne font pas attention, ils se disent, bon, Kaboré, encore qu'il est encore, lui aussi, il est dans son deuxième mandat. Si vous voyez, il est venu au pouvoir avec 53, quelques, premier mandat, le second mandat, il est passé à 57%. Vous voyez. Donc, le président malien aussi, il a fini son premier mandat, il était dans son deuxième mandat. Quand les manifestations ont fait partie du président malien, on va prendre un militaire à la retraite, on vient pour faire conduire la transition. Et vous avez vu où est-ce que nous sommes. Maintenant, derrière, on dit non, il y a les choses, tout ça, et les militaires sont au pouvoir. Bon, aujourd'hui, il y a eu le cas aussi, comment l'appelle-t-on là, où le président guinéen est parti, où vous avez donc le militaire Doumbia qui est là, où les Africains sont divisés. Quoi qu'on en dise, c'est comme là aussi une pandémie qui ramène progressivement les militaires au pouvoir. Donc, je suis prudent en disant, le djihadisme dont nous sommes en train de, ou les manifestations des jeunes, qu'on est en train de comprendre leur ras-le-bol, il faut faire extrêmement attention. Parce que si les manifestations vont sur ce terrain-là, c'est pour, sans le savoir, mettre encore un militaire là-bas, pour reprendre la transition. Donc, ce cordon-là, vous allez voir qu'on est en train de précisément au Burkina Faso. Au Tchad aussi, quand le président est mort, c'est son fils militaire qu'on a pris pour mettre. Donc, il faut faire extrêmement attention à ce qui est en train de se passer en Afrique. Moi, je dis même que les Africains, il faut que nous continuions par étudier la politique et l'art de faire de la politique. Parfois aussi, les militaires sont aussi, sans que les gens ne savent, des fins politiciens. Pas des fins politiciens. Parfois, avant, des puissances utilisaient certains politiciens pour dire, quand les gens commencent par dire, en dernier ressort, on peut prendre un militaire pour dire, oui, je vais travailler pour le peuple, mais ça peut être aussi un pion. Donc il faut faire extrêmement attention. Moi, j'estime que le militaire, par sa formation, n'est pas fait pour faire de la politique. S'il veut faire de la politique, il démissionne de l'armée, il apprend l'art de la politique, il l'a fait. Parce que le militaire, quand il vient, ce sont des ordres. Il a appris à donner des ordres. Lui ne fait pas les critiques comme vous et moi, pour trouver... Il donne des ordres. Non, dirigeant le pays. Et qu'en plus tu l'énerves avec tes critiques, il te fait sortir l'arme. Vous savez, bon, c'est comme ça qu'il est conçu. Et donc, ces gens ont besoin d'apprendre pour véritablement gérer. Or, nous sommes rentrés en 90 dans les systèmes démocratiques, où on dit on prend le pouvoir par les urnes. Donc, comment on explique qu'on fait des manifestations, c'est les militaires finalement qui viennent prendre le pouvoir et imposent des transitions, tout ça. Bon, moi je ne critique pas ce que moi je respecte, mais je dis par principe, je souhaite vraiment que à la tête des États, ce soit des hommes politiques. Qui non des militaires. Allez, on va marquer la pause pour le journal et on revient avec nos chers invités juniors, Laris, Ibrahim Acha et Germain Sossou.